Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, entame une visite d'État en Guinée-Bissau. Et enfin, dans l'actualité internationale, pas d'avancée sur un projet de trêve à Gaza. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, est arrivé hier après-midi à Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau, pour une visite officielle de 48 heures à l'invitation de son homologue, le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo. Cette visite officielle du président est la deuxième étape d'une double mission qui l'a conduit en premier lieu à Banjul, la capitale de la Gambie, où il avait pris part aux travaux du 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique. À son arrivée à l'aéroport international Osvaldo Vieira de Bissau, le président de la République a été accueilli par son homologue, le président de la Guinée-Bissau, ainsi que par plusieurs membres du gouvernement et des hauts cadres militaires de ce pays. Cette visite officielle du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, en Guinée-Bissau, il insigne marque d'une volonté consentie des deux chefs d'État en faveur du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux nations à travers l'intensification des échanges, des coopérations dans plusieurs secteurs, notamment dans les domaines du commerce, du transport, de la pêche, de la culture, de l'énergie. Une grande cérémonie d'accueil sera réservée aujourd'hui au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et à sa délégation au palais présidentiel de Bissau, suivie d'une série d'entretiens et réunions bilatérales avec son homologue de Guinée-Bissau, M. Umaru Sissoko Embalo, pour explorer les voies et moyens d'identifier les opportunités pour renforcer les liens économiques dans le but de promouvoir le développement durable à Djibouti et en Guinée-Bissau.
retour à Djibouti, où le Forum des mutuelles communautaires de développement réunis sous le haut patronage de son Excellence, le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, a été organisé par le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec l'UNFPA et le soutien de l'Union européenne, qui s'est achevé aujourd'hui avec une journée de travaux intenses. Ce forum qui a vu la participation de la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité, Mme Hulfa Ismail Abdo, du ministre de la Santé, Dr Ahmed Rabli Abdilé, de la représentante FUNIAB, Mme Aché Ibrahim Jama, de la ministre de la Femme et de la Famille, les présidents et les préfets des régions de l'intérieur, ainsi que plus de 250 participants représentant des institutions gouvernementales. Rappelons que les mutuelles communautaires de développement, organisations de la société civile et des partenaires internationaux rappellent les objectifs du forum. Ils ont convenu de renforcer la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité au sein des mutuelles communautaires de développement en raison de l'impact de leur action sur les communautés, tout en appelant à promouvoir la sensibilisation des communautés aux mutuelles communautaires de développement pour élargir l'implantation territoriale. Les participants ont reconnu qu'il existe un certain nombre d'opportunités pour renforcer les mutuelles communautaires de développement, notamment en améliorant leur accès au financement et à la formation et en développement des partenariats avec le gouvernement, la société civile, le secteur privé. Ils ont encore souligné l'importance de préparer l'avenir des mutuelles communautaires de développement en développant des stratégies pour leur durabilité et leur croissance. Les participants au forum ont élaboré une déclaration dans laquelle ils ont souligné la nécessité de renforcer le rôle des mutuelles communautaires dans le développement communautaire. Ils ont également appelé à la mise en place auprès du ministère de la Femme et de la Famille d'une plateforme des mutuelles communautaires de développement. D'autre part, les participants ont émis un certain nombre de recommandations et dégagé des pistes d'action concrètes pour leur mise en œuvre. L'organisation économique des femmes a permis d'engendrer un cercle vertueux qui transcende les limites auxquelles les femmes font face. Lorsqu'elles ont accès à des ressources financières, elles sont moins entravées par les normes sociales restrictives et acquièrent un pouvoir décisionnaire au sein même de leur sphère familiale. Cette autonomie financière leur permet aussi non seulement de subvenir à leurs propres besoins, mais aussi de garantir leur épanouissement et l'accomplissement de leurs besoins essentiels en matière de santé reproductive et particulièrement en matière de planification familiale. Eh bien, les officiels se sont succédés sur le micro pour témoigner et encourager les bilans de ces 3 années de travail des mutuelles communautaires de développement. Écoutons pour plus de précision la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden. Cette initiative a été décrétée en 2018 et qui leur a assigné, donc le décret leur a assigné un rôle crucial dans le développement local à Djibouti. En effet, ces organisations permettent aux communautés de se prendre en main et de mener des actions concrètes pour améliorer leurs conditions de vie. Elles contribuent dans ce contexte à la réduction de la pauvreté, à la création d'emplois, à l'accès à la santé, l'éducation, la protection de l'environnement. Permettez-moi de souligner que depuis la création des mutuelles, des résultats probants ont été présentés par la directrice ce matin. Si j'en prends quelques-unes, on a au total à peu près 4600 femmes et jeunes filles qui ont été impactées par les activités de l'ensemble des mutuelles sur l'ensemble des régions. À peu près 1200 femmes et jeunes filles ont bénéficié des différents soutiens des caisses de santé, de microcrédit et de formation. Au cours de ce forum, nous aurons l'occasion de réfléchir ensemble pour faire le point sur ce qui a été réalisé, tirer les leçons pratiques et de penser à l'avenir des mutuelles communautaires et de développement à Djibouti. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que la clé de la réussite de ces initiatives, c'est l'engagement des communautés, l'engagement et l'appropriation réelle de ces populations à ces différentes initiatives, et c'est des efforts qu'il faut absolument louer. Pour assurer la pérennité de ces organisations et promouvoir leur activité, nous devons identifier les défis auxquels elles sont confrontées et proposer des solutions pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans le développement durable. Également, ces mutuelles nous permettront, nous, gouvernement, de pouvoir rendre synergiques nos différentes actions
et mettre nos efforts en commun pour atteindre les objectifs de nos différents plans stratégiques nationaux. Et enfin, voici les propos du Premier ministre. Le Forum national des mutuelles communautaires de développement auquel nous prenons part aujourd'hui est une belle opportunité d'évaluer son parcours de 3 années de fonctionnement, de faire son bilan et par la même occasion de réfléchir aux moyens de les développer davantage, d'en élargir l'implantation tant elle incarne l'esprit de solidarité, d'entraide qui caractérise notre société. Les mutuelles communautaires de développement sont indéniablement le reflet de notre engagement collectif envers le progrès et le bien-être de chacun de nos compatriotes. Les mutuelles jouent ainsi un rôle essentiel dans la lutte contre la pauvreté, dans la promotion de l'autonomisation des individus et des familles et la construction d'une société plus juste et équitable à l'échelle locale et à l'échelle nationale. C'est une priorité fondamentale de la feuille de route assignée au gouvernement par le chef de l'État, dont le souci permanent est de laisser personne à l'écart du développement. Aujourd'hui, en cette circonstance, il y a lieu de citer, entre autres, le rôle remarquable que les caisses de santé issues des mutuelles communautaires de développement jouent dans la promotion de la santé en général et plus particulièrement en matière de santé reproductive, en offrant un accès financier, en autonomisant les communautés et en réduisant les disparités en matière de santé et en renforçant les systèmes de santé locaux. Elles sont indéniablement un support utile pour la promotion de la couverture de santé universelle. Les résultats réalisés depuis 3 ans que vient de nous exposer Madame la Ministre montrent la pertinence du choix que nous avons fait d'impliquer fortement les mutuelles communautaires de développement dans la promotion du développement local et régional. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi un atelier de présentation des travaux de la feuille de route budgétisée de la stratégie nationale pour les migrations. C'est tenu aujourd'hui au Palais du Peuple, sous le patronage du ministre de l'Intérieur, M. Cyril Hassan. L'atelier qui s'inscrit dans un cadre où la République de Djibouti fait face à de plus en plus de défis migratoires majeurs. L'objectif de l'atelier a été de mettre à jour la politique de la migration tout en garantissant une mobilisation des ressources adéquates, une coordination efficace avec les parties prenantes et une gestion proactive des risques. Étaient présents à cet atelier le coordinateur résident des systèmes des Nations Unies, les représentants de l'OIM, des représentants de l'USAID, des représentants de la société Kaizen, les préfets des régions de l'intérieur et des Djibouti-Ville, des officiers et des officiers de l'immigration, dont le directeur de l'immigration de la police nationale, des officiers de la gendarmerie, des cadres de l'UNARS, des hauts cadres de l'administration centrale et points focaux des représentants des partenaires techniques et financiers. Eh bien, le ministre de l'Intérieur, M. Cyril Hassan, a ouvert l'atelier en rappelant d'abord les priorités du gouvernement en matière de migration. Il a aussi rappelé l'importance de la coopération au niveau régional et la coopération au niveau national en matière de migration. Voici un extrait de son discours. Donc, les docteurs, ils vont peut-être continuer tout à l'heure, effectivement, pour nous donner les détails. Mais comme je suis pris un peu par le timing, je voudrais donner quelques recommandations ici pour orienter effectivement les discussions, parce que je sais que les discussions seront très fructueuses,
parce que la question est vraiment très centrale. Et je vois qu'ici, on a souvent insisté sur la coordination nationale. Mais moi, je suis convaincu que pour faire une gestion donc efficace de cette immigration, je voudrais savoir si les experts ont réfléchi sur une coopération régionale. Parce que si entre les différents pays donc, qui sont concernés par ce déplacement de population, s'il n'y a pas de discussion, s'il n'y a pas de concertation entre ces pays, je pense que la question sera très difficile au niveau donc, de sa résolution. On sait qu'il y a donc certainement un type de population pour lequel nous avons besoin ici pour l'économie, mais il y a ici aussi une grande partie de cette population qui peuvent représenter un danger pour donc, les populations hautes ici. Et donc, ce type donc, de discussion avec, donc, au niveau régional pour maximiser, pour optimiser les échanges. Est-ce que cette stratégie a-t-elle été abordée avec donc, les experts? C'est dans cette question que c'est au niveau de cette orientation que je voudrais que effectivement donc contribuer, mais également dans cette gestion au niveau de cette migration, comment parce que je sais que par exemple l'OIM fait de très bonnes actions au niveau de BOC. Je sais que pour ceux qui veulent un retour volontaire, elle les accompagne. Mais pour ceux qui veulent rester, elle les assiste en donnant effectivement une assistance. Mais si ce nombre augmente et qu'après les structures sont, ne sont plus capables de contenir, quelles sont les solutions qui vont être proposées aussi bien par les partenaires que par les experts nationaux qui sont ici? Comment il faut imaginer effectivement des scénarios qui, au jour d'aujourd'hui, deviennent de plus en plus réalistes. Voilà donc ce que les réflexions que je voudrais que, au cours de cet atelier, donc qu'elles soient menées et qu'elles soient mûries et qu'on puisse donc tirer donc effectivement parti de votre expertise. Je vous remercie. Hein, c'était juste. C'est l'appel à la prière. Nous reviendrons tout juste après. Je vous emmène dans les arcanes de l'Assemblée nationale. Présidée par l'honorable Sharmaka Moussa Aré, la Commission des finances de l'économie générale a examiné aujourd'hui les projets de loi portant adoption des comptes financiers du Centre de recherche, d'information et de production de l'éducation nationale, sous son acronyme le CRIPEN, pour les exercices 2020, 2021 et 2022. Le gouvernement a été représenté par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Mustafa Mohamed Mahmoud, accompagné des directeurs généraux et des hauts cadres du CRIPEN. Après leur discussion sur la situation comptable et financière, les députés membres de la Commission des finances de l'économie générale et du plan ont émis un avis favorable et transmis les comptes financiers subventionnés pour adoption lors de la séance publique. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi l'Institut des études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Djibouti a abrité une réunion de haut niveau de réflexion sur la paix et la sécurité dans la région. Ce colloque s'inscrit dans le cadre de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité du continent africain. Et cette collaboration entre l'Institut des études diplomatiques et la Fondation Conrad ouvre des nouvelles perspectives pour le renforcement des compétences diplomatiques à Djibouti. Cette réunion de haut niveau vise à identifier au niveau des États et des institutions internationales et régionales les réponses à apporter face à l'expansion du terrorisme ainsi que les types de partenariats extérieurs susceptibles de préserver les intérêts des pays africains et du monde arabe et leurs ressources, mais aussi la mise en évidence et examiner les voies et moyens d'améliorer la contribution à la société civile, à la résilience, à la paix et à la stabilité. Cette réunion va permettre également de renforcer les mécanismes de diplomatie préventifs comme méthode de résolution des conflits. Ce colloque sur la sécurité à Djibouti a eu lieu en présence de M. Mohamed Ali Hassan,
secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de M. Mohamed Abdelkader, directeur général de l'Institut des études diplomatiques, le directeur du Dr Gerald Waller, secrétaire général adjoint de la Fondation Conrad, l'ambassadrice de l'Allemagne à Djibouti, Dr Hick Fuller et les acteurs de la société civile sur la sécurité. Et l'Institut des études diplomatiques. Il sera suivi d'un autre événement de plusieurs jours à Berlin et à Bruxelles. Au regard du contexte actuel que nous connaissons en mer Rouge et dans le pays limitrophe, le symposium aujourd'hui a lieu au bon endroit et au bon moment. Nous apprécions Djibouti en tant que partenaire géopolitique clé, toujours prêt à ouvrir ses bons offices au service de la pacification de conflits, de la bonne entente et à soutenir les activités dans le cadre de l'actuelle présidence djiboutienne de l'IGAD. Pour plus de précisions, écoutons le directeur de l'Institut des études diplomatiques, M. Mohamed Abdelkader. Un honneur et un plaisir de lancer aujourd'hui l'ouverture du symposium portant sur la sécurité pour les pays de l'Afrique de l'Est, organisé par l'Institut des études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer. Je voudrais tout d'abord adresser à chacun d'entre vous mes salutations cordiales et exprimer ma gratitude pour votre présence aujourd'hui au symposium. Vous êtes réunis aujourd'hui à ce symposium pour aborder des thèmes cruciaux. À l'ère de la mondialisation, la paix et la sécurité des États sont interdépendants. Autrement dit, l'entente entre les États et le gouvernance semble être un défi majeur pour avoir la paix et la sécurité. Au carrefour d'une région en turbulence, Djibouti est situé dans une zone géostratégique sur le plan économique où traversent les grands navires qui représentent environ 10% du commerce mondial. Connu pour être un pays stable dans une région instable et entouré par des pays comme la Somalie, le Yémen en guerre depuis 1991 et 2001 respectivement, Djibouti participe activement au maintien de la paix et de la sécurité dans le monde en mettant en avant une diplomatie efficace, ce qui lui a permis de nouer des alliances au niveau régional comme international. À travers l'IGAD et l'Union européenne, Djibouti mutualise les efforts pour exporter la stabilité et la sécurité dans la région, particulièrement vers la Somalie, par la voie diplomatique, bilatérale, bien sûr, et multilatérale. Et dans l'actualité internationale, je vous ai dans le titre une réunion au Caire sur un projet de trêve associé à la libération d'otages dans la bande de Gaza s'est achevée hier sans avancée pendant qu'Israël et la résistance du Hamas restent inflexibles après 7 mois de guerre. Des discussions doivent cependant se poursuivre au Qatar. Le principal pays médiateur où est attendu le chef du renseignement américain, William Burns. Il devra rencontrer le Premier ministre du Qatar pour discuter des négociations indirectes entre Israël et la résistance du Hamas. Cette source, qui a requis l'anonymat, a indiqué que Burns était en route vers la capitale qatari pour s'entretenir avec le Premier ministre Sheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani, dont le pays a participé aux efforts de médiation en vue d'une trêve dans la bande de Gaza. Et pour clore l'actualité internationale, la page sport, le Real de Madrid a remporté samedi son 36e titre de champion d'Espagne. Une victoire acquise après la défaite de son rival éternel, le FC Barcelone, qui s'est incliné 4-2 face à Girona au terme d'une saison remarquable du derby catalan, avec 27 victoires et une seule défaite, 4 journées de la fin du championnat. Le géant espagnol compte 13 points d'avance sur Girona. Son nouveau dauphin n'ayant plus que 12 points à récolter, le Real est donc mathématiquement champion. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, place sur nos programmes télévisés. Comme d'habitude, le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.